Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce nouveau numéro de votre émission Brise d'été, l'émission qui vous accompagne tout au long de la saison estivale. Ce matin, en compagnie de Yazid Aït Mahidine, nous nous intéresserons à la musique conjuguée au féminin. Nabil Kitouni, lui, dans sa rubrique, s'intéressera aux algorithmes qui orientent les choix des cinéphiles. Nous nous intéresserons également en cette matinée aux différents endroits qu'on peut visiter, que ce soit des randonnées, pour faire des bivouacs. Et bien, un jeune homme sera parmi nous ce matin pour nous donner quelques bonnes idées, quelques bons plans aussi. Place à la culture ce matin. Donc, si on veut avoir toutes les nouveautés culturelles, être au courant de tout ce qui se passe dans la scène culturelle, un magazine en ligne existe pour nous orienter pour toutes les informations culturelles. Voilà pour le menu de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale en compagnie de la diva de la chanson Shawi. Il s'agit donc de Huria Aichi. On se retrouve juste après.
de retour sur le plateau. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la culture, particulièrement un magazine culturel qui a été lancé en ligne. Nous en parlons en compagnie de son directeur, le directeur du magazine culturel Trade Union, Adel Hakim Youssef Achira. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être avec vous. Le plaisir est partagé, marhaba bik. Alors, Trade Union est un magazine qui est né en 2019. Exactement. N'est-ce pas? Et depuis, l'aventure a commencé. Trade Union a commencé, on a commencé ce projet comme une revue estudiantine au sein d'un club universitaire qui s'appelle le club littéraire de l'étudiant francophone au sein de l'université de Chlef. On a commencé par, on va dire, un prototype ou ce qu'on appelle le numéro 0. Il y avait des écrits, on va dire, des poèmes, un truc très basique, hein, des poèmes des étudiants, etc. C'était les étudiants qui participaient à l'enrichissement du contenu. Exactement. Moi, à cette époque, j'étais déjà journaliste au sein du journal régional de Chilif, un hebdomadaire. Et du coup, c'est-à-dire j'exerçais déjà le métier de journaliste. Dans le domaine culturel? Oui, je faisais des chroniques, on va dire, je lisais beaucoup, on va dire, beaucoup de romans. J'étais très intéressé par tout ce qui est absurde et tout. Et je voulais absolument partager ça avec mon entourage avant tout. Et du coup, je commençais à publier mes chroniques au sein de ce journal. Après, on va dire, c'est les mêmes articles, je les ai mis dans le magazine. Et on l'a lancé avec un groupe d'amis, que je salue d'ailleurs. Et on a participé avec le prototype, un truc très basique comme ça, imprimé, handmade, quelque chose artisanal, au salon Khotoua de l'étudiant et des nouvelles perspectives à Oran. Donc c'était notre produit, quoi. Donc voilà. Ça c'est, on va dire, le début de Trade Union Magazine. Voilà, donc ça c'est un peu les débuts, mais sinon réellement la revue proprement dite, donc la revue culturelle aujourd'hui qu'on peut retrouver sur les plateformes, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, donc est née réellement, donc pour suivre un petit peu tout ce qui est événement culturel. Mais vous avez commencé en une conjoncture très particulière, n'est-ce pas? Ça a été, on va dire, un challenge pour vous. La Covid. En fait, c'est-à-dire l'idée Trade Union, on a commencé au début, c'est-à-dire on l'a publié, on a fait un truc très basique. Après, l'idée Trade Union, c'est-à-dire le concept Trade Union m'a toujours, c'est-à-dire, je pensais toujours à ce concept. Je me disais qu'il ne faut pas que ça soit mort, c'est un truc intéressant. On peut faire c'est-à-dire on peut faire quelque chose de professionnel, entre parenthèses. Et du coup, après, on va dire 2 ou 3 mois à la maison, enfermé avec la Covid, etc., je me suis trouvé en train de lancer un appel aux rédacteurs. J'ai sollicité, on va dire, quelques plumes qui sont dans la quasi-majorité des amis écrivains, de Chlef, d'Oran, d'Alger, des plumes très connues, des chroniques, on va dire, des critiques littéraires, etc., que je connaissais. Donc pour lancer, on va dire, le magazine, pas la revue, le magazine Trade Union. Et on a pris la décision, une fois pour toutes, de le lancer comme un magazine, on va dire, électronique. Donc on a enlevé dans notre tête, c'est-à-dire tout ce qui est papier, etc. Et du coup, voilà, je l'ai lancé comme une bouteille à la mer. J'ai quitté la maison. Comme une bouteille à la mer, elle a été reçue, la bouteille, finalement? Oui, elle a été reçue. Au bout d'une semaine, on a fait déjà, pour le premier numéro, déjà 1000 lectures, chose qui m'a étonné, sincèrement. Il y a de quoi? C'était même pas une semaine, d'ailleurs, c'était 5 jours. Et j'étais étonné, sincèrement. On va dire agréablement surpris d'un retour pareil, c'est très encourageant. Et surtout, la chose qui m'a surpris le plus, c'est que c'est-à-dire après 10 jours de la sortie du tout premier numéro, j'étais contacté par des journalistes, on va dire, qui sont très très connus. Donc sincèrement, je ne m'attendais pas à ça dans un premier lieu. Après voilà, maintenant, on doit en quelque sorte améliorer le truc parce que les trucs basiques, le montage un petit peu n'importe comment et tout, on doit l'éviter. Et j'étais sollicité, entre parenthèses, par des universitaires, des chercheurs. Je cite M. Benaoud Al-Bdaï, qui est professeur à l'université du Mans. Il était déjà ici en Algérie, chez les éditions Shihab, Kasba. Il a fait un livre sur Winnie Mandela. C'est quelqu'un de très connu dans le domaine, on va dire, littéraire.
Et du coup, voilà, on a lancé le premier numéro, il s'appelle l'Algérie de demain, Espoir et perspective. Le deuxième numéro, il s'appelle Mama Africa. Donc on voulait, on va dire, viser l'Afrique, la littérature africaine. C'est quelque chose qui m'a intéressé, moi, qui m'intéressait moi personnellement et qui, entre autres, intéresse aussi le monsieur Benaoud El-Bdaï. Il a été accompagné, et on va dire par moi-même, une amie tunisienne qui est actuellement la rédactrice en chef du magazine qui s'appelle Imen Moussa, elle est docteur en littérature algérienne. Elle a travaillé aussi sur Meissa Bey, comme par hasard. Oui. Donc même si elle est tunisienne, elle a travaillé aussi sur la littérature algérienne. Donc voilà, c'était ça. Et après, on commençait à faire les 1000 lectures, on commence à les faire dans les premières heures, après la publication du magazine. On a passé au professionnalisme, on a créé un site web. Et on commence à faire de l'actualité culturelle, et en plus de la périodique, on va dire, du magazine périodique, on va dire chaque 6 mois, parce que aussi on a un engagement, hein, parce que c'est un truc non lucratif, on le fait pour le plaisir des amoureux de la littérature. Et petit à petit, on va dire, le Trait d'Union a fait son nom. Voilà, alors justement, je voudrais revenir sur le nom Trait d'Union. Ouais. Alors, Trait d'Union, généralement, lorsqu'on entend parler de cette expression, on pense à la solidarité. Ouais. Est-ce que là, on pense à la solidarité culturelle, plutôt? Oui, exactement. C'est la solidarité culturelle d'abord. C'est la solidarité parce qu'on voulait aussi publier, on va dire, le numéro comme, en quelque sorte comme en arabe, en anglais. On s'est dit pourquoi pas. C'est-à-dire il sort dans 3 langues. C'était l'ambition. Il sort déjà en 3 langues? Non, non. C'est un projet. C'est un projet, voilà. En premier lieu, c'est-à-dire on a pensé à ça quand on a pensé en entrée d'union. Et aussi on a pensé, c'est-à-dire à la solidarité des écrivains et entre parenthèses, des intellectuels algériens. On s'est dit pourquoi pas, c'est-à-dire on se trouve des textes, parfois on croise des textes très très intéressants qui sont publiés comme ça sur Facebook, les gens commentent n'importe comment et tout. Donc on voulait aussi mettre en valeur ces textes-là, les illustrer avec des photographes professionnels, avec un montage professionnel, avec des dessins surtout, parce que récemment, des peintres connus, mondialement connus, je cite, c'est-à-dire celui qui a illustré le dernier numéro, la couverture de Ilyes Missaoudi, qui a, on va dire, très connu. Donc voilà, tout ça c'est un honneur pour le jeune étudiant que j'étais, c'est-à-dire le jour où j'ai lancé ce projet. Oui. Ça reste un bel exemple aussi pour tous les autres étudiants. Mais sinon, Adel Hakim, toujours dans l'encouragement, j'ai envie de dire, des jeunes talents aussi, des jeunes plumes, des jeunes plumes, voilà, je retrouve mes mots. Donc là, vous comptez aussi lancer des événements, des concours? Oui, en fait, la chose qui me passionne le plus, c'est l'événementiel culturel, surtout. Et surtout, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est un petit peu la décentralisation. Parce que, en fait, le grand événement culturel en Algérie, c'est le SILA. C'est le SILA, effectivement. Et malheureusement, c'est-à-dire, il n'y a que des expos de livres. Parfois, il y a des gens qui viennent, tellement il y a, on va dire, il y a de l'offre, on n'arrive même pas, c'est-à-dire, on ne sait pas quoi choisir. Donc, je me suis dit... C'est vrai que même lorsqu'on part avec des choix particuliers, on est dérouté quand on voit les autres titres. en fait, et l'événementiel culturel aussi a commencé avant Trait d'Union au sein de ce club, parce que là où, on va dire, j'ai acquis une petite expérience dans le domaine de l'événementiel. Après, voilà, je me suis dit pourquoi pas commencer à créer des événements culturels en dehors, on va dire, des murs de l'université. Parce que ce qui se fait à l'université reste toujours à l'intérieur de l'université, et c'est ça le problème d'ailleurs. Ça ne fait profiter finalement que les étudiants, mais pas le grand public. Exactement. C'est-à-dire, j'ai vu, on va dire, des boîtes qui sont spécialisées dans le domaine. Je me suis formé, j'ai suivi pas mal de formations, etc., etc. Après, je me suis lancé, j'ai créé une agence qui s'appelle Butterfly.com, qui est spécialisée dans l'événementiel et aussi l'informatisation de tout ce qui est littéraire et culturel. Des projets? Des projets, le plus gros projet sur lequel on travaille maintenant, il s'appelle le Festival algérien du livre et de l'art, qui aura lieu prochainement du 25 au 29 septembre. C'est un événement à l'occasion de la rentrée littéraire et culturelle pour donner envie aux lecteurs et aux amoureux de l'art, c'est-à-dire
de trouver ce qu'ils aiment, c'est tout. Surtout. Voilà, En tout cas, on vous souhaite une très très belle continuation Merci pour beaucoup. tout ce que vous allez entreprendre. Et puis, longue vie au magazine Trait d'Union. Merci beaucoup à vous, Adel Hakim, Youssef Achir, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes le directeur du magazine Trait d'Union. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous. Et restant dans le domaine de la littérature, cette fois-ci, Samia Bouharour nous dresse un gros plan sur la littérature italienne et nous emmène du côté de la bibliothèque de l'Institut italien. On se retrouve juste après. Les langues étrangères sont une ouverture sur le monde. Notre gros plan pour aujourd'hui, la littérature italienne, surtout que ce pays sera l'invité d'honneur de la nouvelle édition du SILA. Antonia Grande, directrice de l'Institut culturel italien d'Alger. Nous, avec l'ambassade, on a accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Ça nous a fait très plaisir. On l'a considéré un geste de grand respect, d'amitié vis-à-vis de l'Italie, suivant la vague, à mon avis, de grand amour. Il y a toujours, à mon avis, eu un grand amour entre l'Algérie et l'Italie, mais il y a eu un plus grâce à la visite d'État de notre président de la République, Sergio Mattarella. Grâce à ça, il y a eu un élan de plus entre les deux pays. Et donc, on a beaucoup apprécié l'initiative d'inviter l'Italie comme invité d'honneur aussi là. Dans cet espace de lettres, prose, art, culture, histoire et autres, les passionnés de cette langue retrouveront leur bonheur à découvrir plus de 10 000 ouvrages datant du XIVe siècle jusqu'au XXe siècle, en passant par d'Umberto Eco à Primo Levi, par Dante et Petrarque. On arrive au XXe siècle avec Pirandello, et D'Annunzio, et Primo Levi, Leonardo Sciascia. Aussi Leonardo Sciascia, je vais un peu vous rappeler qu'on a célébré l'anniversaire l'année dernière, le 100e anniversaire, et on a réalisé avec notre prof d'italien à l'université d'Alger 2, il a réalisé avec les étudiants d'italien un spectacle de théâtre en s'inspirant de l'œuvre la plus importante de Leonardo Sciascia qui s'appelle Il giorno della civetta. Plusieurs ouvrages ont été traduits en plusieurs langues, à l'exemple de Divine Comédie de Dante, un grand classique du XIVe siècle. À mon avis, Dante Alighieri a vraiment marqué tous les Italiens, et non seulement les Italiens, c'est vraiment un trésor de la littérature mondiale, Dante Alighieri. Parce que, vous savez, par exemple, les Italiens citent même des mots de la Divine Comédie sans même pas les savoir. Ça fait tellement partie de notre culture que les gens citent Dante sans le savoir. Parce que ça fait partie de notre langue, de notre communication ordinaire. Des traductions aussi ont été faites tout récemment en langue française et une expérience inédite d'un Algérien qui a écrit un ouvrage en langue italienne. Amar Al-Akous, c'est un Algérien qui, après, il est allé en Italie dans les années 90. Il a fait un doctorat à l'université de Rome, La Sapienza. Et après, il a commencé à écrire en italien directement. Donc, ses livres ont été, c'est pas traduit, ces livres ont été directement écrits en italien par Amar Al-Akous. Donc, c'est un livre qui un peu raconte la quotidienneté de ces quartiers, où il a vécu d'ailleurs, à Rome. Ça, c'est vraiment, c'est un symbole, c'est un livre très important. Parce que c'est un livre scientifique, c'est écrit par une historienne, une experte de relations internationales, elle est prof à l'université de Florence et elle est une experte sur la guerre d'Algérie. En fait, elle a écrit ces livres qui étaient publiés en italien avec la maison d'édition Rubettino. Et elle a fait vraiment une recherche très profonde dans les archives.
Et il a écrit ces livres qui est vraiment un symbole, c'est-à-dire l'Italie et la guerre d'Algérie. Ce voyage littéraire nous laisse découvrir de grands noms qui ont laissé leurs empreintes et qui servent aujourd'hui de référence dans l'apprentissage de la langue. Place à présent à la musique conjuguée au féminin et c'est Yazid Etmahidi qui nous en parle ce matin. Yazid, bonjour. Bonjour, ça va? Comment ça va Yazid? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien? Oui, ouais, ben, par rapport à ce reportage de Samia Bouharo, je voulais rendre hommage quand même à l'Institut culturel italien pour tout ce qu'il a fait parce que vraiment on a appris beaucoup de choses. Il y a eu même depuis, je pense, 2003, 2004, 2000, il y a eu sur Dario Fo, on a eu la Talenta Power avec un grand chanteur italien, etc., qui est venu, qui fait un peu du brassage, du métissage, la tarantella, c'est sa fameuse danse italienne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, depuis les années 2000, beaucoup de choses ont été faites sur même sur Ibn Hamdis, la poésie d'Ibn Hamdis, sur l'islam en Sicile. Il y a eu beaucoup de choses, vraiment. Et puis la bibliothèque du Centre culturel italien est une mine d'or. Donc voilà. Voilà, donc c'est Samia Bouharo qui s'était intéressée. Ouais, ça nous a fait d'ailleurs visiter la bibliothèque de avec l'Institut italien. L'intervention d'Antonia Grandi, la directrice de l'Institut culturel italien. La directrice de l'Institut, effectivement. Donc l'Institut qui reste ouvert, on peut le visiter. Mais sinon, aujourd'hui, tu t'intéresses à la musique au féminin. Oui, parce que la dernière fois, enfin, je fais j'allais dire des séances de rattrapage, parce que la dernière fois, on a parlé des musiques modernes, des groupes algériens, et puis j'ai fait un peu j'ai fait passer en revue beaucoup de groupes, et vers la fin, j'ai dit, ah, j'ai oublié les femmes. Et là... Non, tu n'as pas oublié les femmes, tu as décidé de leur consacrer toute une rubrique. Eh bien oui, je pense, oui. Et je voulais parler de la musique au féminin, l'imzad, on ne peut pas rater. On ne peut pas rater, oui. L'imzad, qui est c'est un patrimoine culturel qui a été classé par l'UNESCO. Puis il y a Khawlen, qui est l'une des grandes musiciennes de l'imzad, de cet instrument noble, de cet instrument raffiné qui nous parle, qui raconte le Sahara, qui raconte cette noblesse, cette charge d'humanité qui est le Sahara. Et puis, bien sûr, on peut parler du nord au sud, on peut parler de toutes ces femmes qui ont fait la musique algérienne, Fadila Djilia, Malia Fekay. Tu nous emmènes loin là. Oui, Yazid, Shrifa, bon, Fadila Djilia, ردينا كشغنية هكذا. عاونك. على ليلة البارح والله أنا نسيتك. Je n'oserais pas. Il faut entrer dans le jeu. Je n'oserais pas. Après, il y a tu connais la chanteuse Hnifa. Hnifa, d'accord. Hnifa, notre diva aussi. C'est comme elle a une vie quand même. Il y a notre ami réalisateur Ramdan Iftini qui a consacré toute une belle œuvre sur le parcours de Hnifa. Puis il y a eu aussi les divas de la chanson Chaoui. On a eu d'ailleurs... On a commencé l'émission avec oui, d'ailleurs. on a commencé avec Horia Aishi. Horia Aishi, oui. Il y a Salah et puis il y a Markounda, une grande diva aussi de la chanson de Chaoui. Il y a Dihia aussi. Et puis il y a... comment elle s'appelle, récemment on lui a consacré tout un hommage au niveau... Zulikha. Zulikha, oui, Zulikha qui est une grande dame aussi de la musique.
Et puis il y a cette tradition. Chez Aoui, il y a aussi le sitifien, ce qu'on appelle le Saroui, avec Beriza, avec d'autres chanteuses aussi. Et voilà, donc en fait, il y a tout un patrimoine extraordinaire. Il y a le chant profane, il y a aussi le chant religieux, le chant sacré. Il y a le mdih. Oui. Et puis comme nous avons beaucoup de moissons et de fêtes religieuses, etc. Donc il y a toujours des chants qui ont rapport à l'incantation, au medh et au chant sacré. Il y a même des femmes qui ont osé certains instruments qui, à un moment donné, c'était plus des instruments masculins, comme Hasna al-Bashariya, par exemple. Oui, Hasna al-Bashariya, donc toutes les femmes de Knetsa, avec Asla, etc. Oui, Souad Asla. Et puis toutes ces femmes qui ont, je pense en 2003, ils ont constitué tout un orchestre féminin qui ont porté aussi le chant du sud, le chant du sud-ouest, donc du côté de Knetsa. Et c'est une femme aussi maintenant qui est dans la world music et qui apporte aussi cette sagesse et cette maîtrise du Gombri, parce que c'est clair que c'est pratiquement la seule femme qui joue au Gombri. Oui, parce que le Gombri reste quand même un instrument plutôt masculin qui jouait toujours par le ma'allem. Donc elle, vraiment, elle a osé. En fait, si on revient à l'histoire, si on revient même à la peinture au XVIe, XVIIe siècle, la Renaissance, il y avait des femmes peintres, mais on n'en parle pas parce que le conservatisme et l'archaïsme étaient là carrément à effacer tout ce qui est rapport au féminin. Donc c'est pour ça. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on voit que on n'a pas beaucoup de femmes qui ont inventé, des inventeurs, mis à part Marie Curie. Mais finalement, peut-être dans les laboratoires, ceux qui ont apporté leur intelligence et leur... En tout cas, dans le monde, il y a eu beaucoup de femmes. Dans le monde, il y a eu beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup d'inventions. Effectivement, comme tu le disais si bien, on n'en parlait pas à un moment donné. Aujourd'hui, quand même, on en parle de plus en plus. Et parce que la première conteuse, la première chanteuse, celle qui nous a bercé, c'est nos mères. Donc c'est la femme. Donc au commencement, il y avait la femme. Voilà, je résume tout en fait. Parlons aussi de Chikha Titba, qui pratiquement, c'est l'une des femmes qui ont défendu cet art et qui ont chanté cet art andalou. Chikha Titba et toute la tradition de la Houfi, qui est une tradition tlemcenienne par excellence. Et puis il y a aussi l'une des premières, c'est bien évidemment Alma Yamna, Hadj al-Mahdi, donc connue aussi à Alger. C'est l'une des grandes femmes aussi qui ont transmis tout ce creuset de chant, tout ce creuset de rythme. Il a été perpétué à travers donc ces femmes qui sont pratiquement les gardiennes de cette tradition orale et puis aussi de la musique savante, parce qu'il y a aussi la musique andalouse, la san'a, le melouf et le gharnati. Puis il y a aussi des variations entre le haouzi, l'aroubi, etc. Donc rappelons un peu tout ce qu'ont fait ces femmes donc, pour la promotion de la culture et de l'art en général. Alors effectivement, Yazid, donc chacune d'entre elles, elle a brillé, elle a excellé un petit peu dans son style musical. Chacune d'entre elles a été aussi ambassadrice du genre musical qu'elle pratiquait. Toi, est-ce que tu as une préférence? Par exemple, moi j'ai aimé le chant lyrique. Oui. La dernière fois, nous avons passé chanson de Idir reprise par une grande cantatrice. Et puis il y a Ourija, il y a aussi Férouz. Oui, Férouz Ourija, il y a toutes ces femmes qui commencent à émerger et à porter ce patrimoine d'une manière fantastique. Mais surtout, Yazid, il faut le dire, à le rendre universel, parce qu'elles sont de véritables ambassadrices dans le monde.
Donc elles excellent dans le monde et elles arrivent à avoir du public et à faire aimer et à faire connaître surtout tout ce patrimoine vraiment dans le monde, partout là où elles vont. Amma Brahim Djelloul aussi qui a repris Idir et puis qui a repris des grandes musiques universelles comme celle de Salvatore Daniel qui est l'un des grands musiciens de l'ex-opéra d'Alger, du TNA, l'actuel TNA, et puis il y a d'autres femmes qui ont apporté, disons, Malika Domran dans le chant kabyle, il y a quand même beaucoup de Nadia Baroud, il y a beaucoup de femmes qui ont apporté, et puis dans l'immigration, il y a aussi Durdura, le groupe Durdura avec Doura, qui ont émerveillé le monde avec leur mélodie, avec ces chants éternels qui sont là et qui ont été primés à plusieurs reprises. Ah ben voilà, en tout cas, merci beaucoup. J'ai d'autres séances de rattrapage. Je pense que la dernière fois, on a parlé du musée et j'ai oublié de parler d'un musée à Al-Biyad, le musée du dinosaure. Ah oui. Oui, le musée du dinosaure, d'ailleurs, il a été, pour ne pas écorcher le nom de l'architecte, c'était l'architecte français Daniel Grattalou. Grattalou, c'est lui qui a en fait conçu ce musée dédié aux dinosaures. Aux dinosaures, aux ossements de dinosaures, parce que Al-Biyad, c'était en 2003-2004, si je ne me trompe pas. Oui, parce que c'est vrai qu'à Al-Biyad, en 2004, voilà. Parce qu'il y a eu découverte finalement de plusieurs ossements de dinosaures sur place, de plusieurs empreintes de dinosaures aussi. Donc voilà, je voulais faire un petit séance de rattrapage. Il y a eu le musée aussi. Pour la petite parenthèse, tu m'avais envoyé pour faire une série de reportages. Oui, à l'époque. Même, je pense que vous étiez au Ksar de Boussemron. Oui, effectivement. Voilà, je me rappelle. Là, ça me revient. Et puis, il y a le musée de la poupée. Il y a le musée de la poupée au Télimli, donc j'ai oublié, donc le jardin de Beyrouth. Il y a aussi le musée de la géologie à Boumerdes. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Il y a le musée de la forge au niveau de village Ehat Tossen dans la région de, je pense, du côté de Pouzgan, pas loin d'Arzazga. Donc il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de musées. Il y a le musée de la Poste qui va être, je pense, c'est un projet, je pense, qui va être inauguré au niveau de la Grande Poste. La Grande Poste, oui. Il y a beaucoup de projets, de musées, et voilà, donc je me suis dit, il faut que j'en parle. Surtout ce musée des dinosaures, et c'est très beau, l'architecture est géniale. Et puis, pour rendre hommage toujours aux femmes, et notamment à Beya Mahidine, et j'avais oublié également qu'elle a exposé donc dans une galerie white, donc du côté de la poterie Madora à Valoris, du côté de Nice, je pense. Et c'est là où on a rencontré Matisse et André Breton, et Charles Edmond de Roux lui a consacré tout un article dans la revue Vogue. Donc en fait, je voulais à tout seigneur, tout honneur, et j'ai rendu hommage à Beya Mahidine. En tout cas, Yazid, merci beaucoup pour ce bel hommage que tu as rendu déjà à toutes les femmes, n'est-ce pas, aux femmes, à la musique conjuguée au féminin, mais aussi à toutes les femmes, parce que c'est aussi une façon de rendre hommage à toutes les femmes. Et je rappelle que Yazid est toujours là pour encourager, pour encadrer, pour pousser à aller de l'avant. Oui, mais je voulais que tu me chantes la immensité qui a été le barrage. سامحني في شقاك سامحني في شقاك. Yazid, merci beaucoup, on se retrouvera très bientôt. Oui, et puis nous allons annoncer aussi une belle poésie sur Alger. En fait, Yassine Ouabed qui a écrit la poésie, et c'est un montage assez magnifique pour dire toute la beauté de la ville d'Alger, et puis tout ce chagrin de laisser cette ville et partir ailleurs et revenir, et tout ce lien d'amour entre Alger et l'Algérien. Voilà, il a tout dit, Yazid. Donc je vous laisse découvrir ça en images et on se retrouve juste après. ومازال فيك نتيق حتى فوق
القبر يفتح النوار. كل يوم يا بلادي تخرجي من الدير، معليش يا بلادي هادي شدة وتزول. خاطري خبرني وخبر خاطري بشير، وشفاك يا بلادي قرب ما يطول. تبدل الساعة وتجي ساعة الخير، ودع الخير عند الله لابد يكون مقبول. تنشاف الدمعة نفرشو الحرير، معليش يا بلادي هادي شدة وتزول. معليش يا بلادي هادي شدة وتزول. كل يوم إن شاء الله القلوب تتخوى، والواد الناشف يعود فيه الماء. جرحك راح يبرى مرضك يداوى، ورا صفحة الدموع صفحة البسمة. التم شعبك يضحك ضحكة حلوة، مازالك حية وراسك في السماء. معليش يا بلادي هادي شدة وزول. من جهة مليحة واليوم راكي عرفتي، ترغيب تبات بين حبيبك وعدوك. العادية نفرحوا في بالهم ضحكتي، تاريخك كبير وعليها حسدوك. قلبت الدنيا ما لقيت كيفاتي، فرحي يا بلادي ولادك يحبوك. معليش يا جزاير هادي شدة وتزول. علاش يقولوا الناس الغربة وعرة، لي واعر فيها يا بلادي فراقك. كليت فيه الشهدة ولقيتها مرة، حتى كويت روحي باش عرفت قيمتك. تعيشي يا بلادي مسلمة حرة، ما كاش كيفانتي وربي يحفظك. معليش يا جزاير هادي شدة وتزول. حكايتك يا بلادي تشبه حكايتي، حكايتك يا بلادي تشبه حكايتي. ما عرفتها تابعة لا تخاف ولا عين، يا مان يا حسرة كيفاش كنت، يا حسرة كيفاش كنتي، يا حسرة هالزمان كيفاش كنا التنين. ديري لي بخاطري وصفي لي نيتي، وضحكي سكارة في الحسادين. بدي اختم في كلامه يوزن، يعرف تاريخك يعرف واش تسواي. مهدي فرحات بايت يلحنا، يدعي من قلبه لربي ان شاء الله تبراي. ما زالك حيا على ما كبرهن، عمرك ما تطيحي عمرك ما تفناي. معليش يا بلادي هادي شدة وتزول. قد ما طال الليل لابد يطلع النهار، تشق شمس الفجر وتنور لك الطريق. كل يوم ان شاء الله زول هاد الضرار، نهواك نحبك ومازال فيك انتي. حتى فوق القبر يفتح النوار، كل يوم يا جزاير تخرجي من الدير.
معليش يا بلادي. Et cette fois-ci, place au cinéma en compagnie de Nabil Kitouni. Bonjour Nabil. Bonjour Noco. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Un peu avec cette chaleur, l'humidité. Il faut faire avec, hein? On est obligé. On est obligé. De toute façon, c'est la saison, n'est-ce pas? On peut pas, ouais, mais... Voilà, ouais, passage obligé. Passage Il ne reste pas beaucoup, hein? Combien? Quelques jours. On sait jamais avec un mois de septembre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que parfois, l'automne, l'hiver se font un petit peu désirer. Il n'y a plus de saison. Effectivement, effectivement. Mais sinon, aujourd'hui, Nabil, nous allons nous intéresser à nos choix, autant que cinéphiles, n'est-ce pas? Qui sont toujours orientés lorsqu'on va vers les réseaux sociaux, lorsqu'on va vers les plateformes. Mais il faut rendre à César ce qu'appartient à César. C'est Yazid qui a mis cette idée, voilà, c'est Yazid qui a proposé. Qui a proposé, en fait, on en a parlé de cela il y a une semaine, voilà, du choix des algorithmes, ce qu'on appelle les algorithmes. Parce qu'on parlait de plateformes et tout. Ben, ces algorithmes, en fait, ça existait un peu avant, mais c'était un autre choix, ce qu'on appelait des projections test et tout, pour voir votre réaction par rapport à la fin d'un film et tout. Là, maintenant, c'est à travers les plateformes. Quand je parle de plateformes, on a le droit de citer, je pense, hein. Netflix, Amazon et Disney. Ça, c'est pour les plateformes connues. Il y a celle Mubi ou la Cinétech. Il y a une autre plateforme aussi, c'est Univers Ciné, moins connue, mais c'est des plateformes adressées à un public averti, c'est-à-dire cinéphile, c'est-à-dire une proposition. Bon, c'est-à-dire la vidéo à la demande, voilà, la vidéo à la demande. Et ces plateformes qui ont pris, c'est-à-dire un véritable essor, et vraiment, c'est à partir de la pandémie, à mon humble avis, parce que les gens ne pouvaient pas aller au cinéma. Donc c'est le streaming et les plateformes, c'est-à-dire chez soi, cette vidéo à la demande. Et derrière cette plateforme, en fait, c'est quoi? Juste les algorithmes, pour un peu schématiser et vulgariser un petit peu le propos. On donne souvent ce modèle. C'est une recette de cuisine pour arriver à un plat. Voilà, les étapes. Il y a une recette de cuisine pour arriver à un plat. Il y a les ingrédients. Voilà. En fait, c'est comment en fait suivre le comportement d'un spectateur, d'un téléspectateur, pour arriver à établir un profil. Le comportement pour arriver à établir un profil. Vous avez Netflix ou une autre, je dirais, vous choisissez souvent un film ou une série. À travers ce choix-là, on essaie d'établir votre profil. Donc il y a des propositions. Alors, vous êtes dirigé sur des propositions. Voilà, quand on parle d'établir un profil, on parle beaucoup plus d'établir ou d'identifier les choix et les préférences finalement de l'utilisateur. Souvent, vous allez faire des choix. C'est comme ce qu'on a au téléphone, lorsque vous faites des demandes et tout, il y a des cookies et tout, donc en fait on fait des propositions similaires. On essaie de voir, voilà, d'établir votre profil. C'est la même chose à travers je dirais les VOD, à travers les plateformes. Les plateformes, on établit votre profil à travers vos choix. Donc il y a des propositions, on essaie de voir un petit peu les choix. Et c'est des propositions qui reviennent à chaque fois déjà. Les premières propositions, on voit ce qui vous intéresse. Il y a le choix des jaquettes, il y a le choix des séries. C'est pour ça qu'on voit. Bon, il y a une autre étude qui est plutôt une étude sociétale aussi. C'est par rapport à la société actuelle. Donc il y a des séries et tout ça qui répondent à la société actuelle. Donc on établit un profil. Bon, est-ce qu'il y a les grands cinéastes, en fait certains cinéastes qui se posent la question, est-ce que là, ça ne va pas en quelque sorte jouer sur l'art lui-même, je veux dire sur le 7e art. Généralement, vous avez des réalisateurs comme Scorsese qui se posent cette question. On se concentre simplement, finalement, sur le genre et le contenu. Pas de place sur l'art. Est-ce que c'est la fin de tout ça? Parce que c'est votre choix qui va établir, je dirais, le puzzle ou la construction ou la demande d'un film. Vous avez pu remarquer que les derniers films ou les dernières propositions visuelles de certaines plateformes répondent à un critère similaire qu'à un jeu vidéo pour les films d'action. Donc c'est la même chose, c'est les étapes qui suivent pour arriver à une finalité, pour arriver à un résultat. C'est la même chose à travers certains films. On retrouve les mêmes ingrédients des films d'action joués par des ténors, c'est-à-dire joués par, entre guillemets, je dis ténor, je m'égare, je parle de musique, par des grands acteurs et tout. On retrouve le même... C'est une métaphore. Voilà, voilà, on retrouve. Cela dit, ça enlève en rien, ou je dis une certaine qualité aussi, parce que vous avez certains films proposés par ces plateformes qui sont retrouvés nominés aux Oscars. Notamment, c'est ça aussi ce qui est un peu drôle, c'est que celui qui critique un petit peu ces plateformes a eu un film produit par la plateforme Netflix, mais qui s'est retrouvé, je crois, nommé aux Oscars, notamment The Irishman, le dernier film de Scorsese. Voilà.
Mais on se pose des questions, c'est la même question que l'on se pose par rapport aux films Marvel, par rapport aux dernières superproductions. C'est eux qui attirent le plus qui drainent un public large et tout. Donc on se pose, est-ce que c'est pas la mort d'un certain genre cinématographique? Est-ce que le choix est déjà... J'aime pas ce terme, mais je ne sais pas si on peut l'utiliser, c'est le dirigisme un petit peu. D'accord. Justement, voilà. C'est une orientation sans qu'on se rende compte. Voilà. Il y a une orientation. Elle est quelque part, sans qu'on se rende compte. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est peut-être, il y a ce côté négatif, comme tu le dis si bien, on est quelque part dirigé, encadré, et ça ne nous permet pas vraiment de voir un petit peu hors On a l'impression qu'on choisit. Mais d'un autre côté, est-ce que cela ne serait pas aussi avantageux pour les cinéphiles? Parce que ça fait des propositions auxquelles on ne s'y attend pas, peut-être qu'on ne connaissait pas même pas. Peut-être. Pas pour les cinéphiles, pour des spectateurs lambda, parce que le cinéphile lui-même a un genre particulier. Il y a une lecture, c'est pas pour dire que le spectateur lambda n'a pas, voilà, je ne suis pas en train de... Mais le cinéphile, c'est quelqu'un qui a déjà, je dirais, une vision un peu spécifique du cinéma, ou je dirais, voilà, du cinéma en général. Pour les choix, c'est pour ça qu'il y a d'autres plateformes où les choix sont déjà préétablis, c'est-à-dire on a des films des années 50 ou des films, voilà, on sait ce qu'on va voir, on sait déjà là. Mais ce qu'il y a, c'est le problème avec le streaming et avec les plateformes, contrairement, c'est là où je pense qu'avec la fin de la pandémie, tout ça, il y a le retour vers les salles obscures. De cinéma. Parce que là, il y a véritablement un choix de votre part. Il y a une lecture, par exemple, d'une critique et tout, mais c'est un choix. Ce n'est pas une proposition similaire, vous n'êtes pas assis et hop, déjà, il y a un choix qui est déjà étudié, parce que c'est derrière l'interface que vous faites ces algorithmes. Même si le cinéma actuel, parce que de tout temps, parce que moi je ne suis pas d'accord avec certains, même si le cinéma actuel répond aussi à quelques calculs, quelques paramètres selon les choix, parce que vous avez maintenant les producteurs, ce sont des banquiers, il y a une volonté de retour sur l'investissement, qui ont droit à... Ce qui est un peu normal aussi. Hein. Non, un peu normal, mais dans un cinéma industriel, c'est-à-dire, je dirais box-office et tout ça, comme aux États-Unis, on ne parle pas de nombre d'entrées, on parle combien a fait ce film le week-end. On parle d'argent plutôt. Ce n'est pas un sujet tabou de parler argent là-bas. Et vous avez ces banquiers qui ont le droit du final cut. C'est-à-dire que le réalisateur lui-même, la fin d'un film peut être changée par rapport, il y a ce que je disais tout à l'heure, des projections test. Vous avez certains films où on propose 2 ou 3 fins et vous avez des projections test par rapport à la réaction du public. Notamment, si je me rappelle bien, il y avait un film avec Denzel Washington et Ethan Hawke qui s'appelait Training Day, où il y avait 2 fins différentes, il y avait une fin choisie. Voilà, il y a des choix, parce qu'il y a des banquiers, c'est par rapport à l'argent, par rapport à ce que rapporte le film et tout. Là aussi, il y a peut-être aussi une orientation, il y a un choix. Les Marvel, que l'on veuille ou non, maintenant c'est place à l'informatique et tout, c'est des films qui cartonnent. C'est à tout âge, hein, les Marvel, franchement. Oui, c'est à tout âge, c'est des films qui cartonnent. Est-ce que ça va... Il y a une place pour tout. Est-ce que maintenant on n'a plus le cinéma un peu, je ne dirais pas le film indépendant, mais je dirais le cinéma qu'on aimait bien voir, le style, ce que faisait Scorsese, ce que faisaient les réalisateurs parfois. C'est-à-dire, j'aime pas, voilà, il faut le dire, où on est amené à réfléchir, pas à savourer, où je veux dire le cinéma popcorn en quelque sorte. On est plus dans la consommation à outrance que la réflexion qui se pose. Alors que même pour moi, certains films de Marvel posent cette réflexion aussi. Cette réflexion comme les films de science-fiction, où à un moment donné, faire trop confiance à la machine, c'est pas ça, quoi. Voilà. Ce que faisait à travers le film de Terminator ou d'autres films. Faire trop confiance à la machine, il y a un retour du bâton. C'est la même chose pour les plateformes. C'est bien, mais il n'y a pas mieux que d'aller voir un film dans une salle obscure. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un peu tes choix probablement ou c'est un choix, c'est un plaisir, ça fait une sortie, ça fait parce que plateforme, vous êtes... Donc finalement, les algorithmes, c'est avantageux ou désavantageux? Je ne sais pas, il y a du pour, il y a du non. Ça facilite certaines choses pour vous orienter. Voilà, vous avez vu une série, vous avez envie de voir une série similaire par rapport à la proposition, ce que voilà. Donc, mais à la fin... Donc on va dire, comme toute chose, il y a du bon, il y a du mauvais. Comme toute chose, il y a du bon et du mauvais. Peut-être que derrière ces plateformes, c'est le nouveau, je dirais, la nouvelle trajectoire cinématographique proposée pour le 7e art. Ces plateformes-là qui prennent petit à petit, je dirais, la place du cinéma. Je ne l'espère pas. Est-ce que le cinéma, ça va être comme à un certain moment la mort du VHS, c'est-à-dire des vidéothèques et tout ça? Non, il reste quand même. Parce qu'on a eu peur, parce qu'avec le Covid, voilà. Le Covid, ça a amené un... Bon, il y a eu aussi, bon, pas ici, mais dans un pays comme aux États-Unis,
il y a eu le retour des drive-in, c'est-à-dire que les gens allaient avec leur voiture voir comme avant dans les années 50, le cinéma en famille, tout ça. Il y a eu le retour de ce genre qui avait un petit peu disparu. C'était pour encourager encore une fois. Voilà, mais je pense que peut-être avec la fin de la pandémie, peut-être avec une autre proposition visuelle, avec, je dirais, même au niveau, je dirais, de la diffusion, même au niveau du cinéma, du son, de l'image et tout, ça va favoriser aussi un spectacle. Voilà, il faut que la salle de cinéma demeure un lieu de spectacle. Contrairement, bon, voilà, s'il y a un choix à faire, je préfère aller au cinéma, où il y a un partage, où il y a un public, il y a une réaction, que de voir peut-être tout seul. J'avoue que je partage ton choix. Voilà, c'est ça. J'avoue que les salles obscures, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin... Voilà. Il y a une découverte, alors que là, on a fait un choix préalable, on sait ce qu'on va voir. Oui. Il y a cette petite coupure, on va, on revient, voilà. Donc alors que le cinéma, il y a une heure précise, c'est une sortie et c'est un spectacle. C'est une sortie surtout. Voilà, c'est un spectacle. Vous faites, le choix, c'est d'aller vers la chose. Alors que les plateformes, sans vous rendre compte, c'est eux qui viennent. Vous avez cette drogue un petit peu, hop, voilà, et vous ne terminez pas. Voilà, et donc les algorithmes, c'est fait justement pour orienter voilà, choix. En fait, mais sinon, même Nabil, sur le plan économique, parce qu'on parle, comme tu l'as si bien dit, de ces banquiers, on va dire, de cinéma. Donc même retour sur investissement, ça peut aussi, on va dire, privilégier un genre cinématographique sur un autre, puisqu'il y a toujours ces orientations. Il y a ces orientations, en fait, voilà, grosso modo, on suit votre comportement pour établir un profil. Voilà je dirais la définition la plus simple que vous retrouvez un peu partout. Oui. Mais cela dit, il ne faut pas oublier qu'à travers ces plateformes, il y a des budgets. Il y a des gens, des réalisateurs qui manquent aussi. Le cinéma connaît des difficultés. Il y a eu la pandémie, il y a eu beaucoup de choses. Je veux dire, la situation un peu économique de certains studios. Voilà. Donc, il y a des réalisateurs qui sont tournés, c'est-à-dire vers ces plateformes pour financer leurs propres, je dirais, films. Plein de films ont été financés par ces plateformes, Netflix et tout. Des autofinancements. Et ils ont connu un succès et tout. Mais je veux dire, à part ces quelques films, il y a ce que j'appelle la consommation à outrance à travers les séries et tout ça. Cela dit aussi, c'est le voyage, c'est-à-dire que vous avez des séries du monde entier, Espagne et tout, voilà. Il y a aussi une étude qui peut être intéressante, mais on fera ça peut-être prochainement, sociétale par rapport, je dirais, à la demande. C'est des séries qui proposent, lui-même, qui proposent cette vision d'une société qu'on peut-être ne voit pas, cette nouvelle société, petit à petit. Est-ce que c'est une vision éducative? Ça, c'est autre chose. On reste, voilà, est-ce que, quel genre mais on reste, encore une fois, dans le contenu et dans le genre, avec ces plateformes, simplement. Alors que dans le 7e art, il n'y a pas ça, c'est pas seulement contenu ou le genre. Je ne veux pas savoir quel genre, il y a cette découverte. Parce que dans l'art, s'il n'y a pas cette forme de découverte, vous êtes, je dirais, nourri par ce que vous voyez, ou nourri par, je dirais, la réflexion proposée par le côté visuel, c'est plus de l'art, c'est simplement de la consommation, je trouve. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Moi, j'aime bien aussi des films, voilà, passer le temps. J'aime pas ce terme, mais bon, voilà. Alors que le cinéma, on ne passe pas le temps, on se nourrit et on apprend. Voilà. On se nourrit, effectivement. On se nourrit beaucoup d'émotions, d'ailleurs, particulièrement lorsque nous sommes dans des salles obscures. La pandémie, c'était aussi passer le temps, et voilà. Voilà. Mais sinon, Nabil, au niveau des plateformes, on ne retrouve pas aussi tous les films, n'est-ce pas? Voilà, bonne question. C'est si, il y a certains films, quand vous dites des films, il y a des plateformes qui ne sont pas aussi connues que celles que j'avais citées, Prime Video, Netflix, Disney, parce que même Disney maintenant, avec tout ce choix de Marvel et tout ça. Il y a d'autres plateformes, Nubi, ce que j'avais dit, la Cinétech, plein de plateformes qui parlent justement aux cinéphiles, où il y a un choix, je dirais, préétabli. J'ai envie de voir, par exemple, les derniers films de Bogart ou dans les anciens films et tout ça. Ben, c'est plutôt une bibliothèque. Et c'est des vidéos à la demande. Mais il y a tous les films, en fait, tous les genres. Mais encore une fois, voilà, il faut aller, c'est toujours des plateformes, c'est encore... ça remplace la vidéo, je veux dire, la vidéothèque, voilà. Mais ce sont aussi, là aussi, il y a des profils, c'est-à-dire on établit votre profil. C'est-à-dire, il y a un comportement, c'est votre comportement, établir un profil. Si vous avez pour habitude de voir des films d'Humphrey Bogart, soyez sûr que vous avez des films de Howard Hawks qui vont être proposés sans que vous sachiez. C'est votre comportement qui va établir le choix, en quelque sorte, qui vous est proposé. On façonne votre choix sans vous rendre compte. Alors que derrière, il y a d'autres choix. Mais vous, on façonne votre choix, voilà. C'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est comme il s'est passé dernièrement pour la série phare sud-coréenne sur le jeu de Quiz Game, j'ai oublié le nom, où c'était un jeu réel en réalité. Et il y avait un truc qui a
je dirais, une série également sud-coréenne, qui était, je dirais, le préquel un petit peu de cette série. C'est après qu'on a su, particulièrement... Squid Game, voilà, exactement. Oui. Et il y a une série qui est comme Squid Game, qui était faite avant, et qu'on ne connaît pas. Et quand j'ai vu cette série-là, après il y a eu cette proposition, et qui a été faite avant, qui un petit peu le préquel, je dirais. Voilà. Maintenant, c'est à la mode aussi de faire une série qui marche, de faire le préquel, ce qu'il y avait avant, ou sinon s'intéresser à ce qu'on va faire pour, je saute du coq à l'âne, excusez-moi, pour Game of Thrones. On va faire une série spécifique à Jon Snow, une série spécifique à chaque héros de la série, pour essayer, voilà. Eh ben, Nabil, merci beaucoup de nous avoir éclairé encore une fois par rapport à l'orientation de nos choix. Il faut remercier aussi Yazid, c'est lui qui nous donne les idées. On remercie aussi Yazid, du moment que c'est lui qui a choisi le sujet pour nous ce matin. Il faut le dire, c'est lui qui m'a... En tout cas, Nabil, merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça nous permettra de mieux contrôler nos choix ou de savoir, de savoir donc, que nous sommes orientés, qu'on peut sortir un petit peu de cette orientation. En tout cas, Nabil, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Nabil. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Tigzirt en balade et on se retrouve juste après. Érigée au 5e siècle avant notre ère, Tigzirt, d'abord phénicienne et punique, est passée sous domination romaine au 6e siècle avant Jésus-Christ. Faisant partie de la Maurétanie césarienne, cette région englobait une petite partie de la vallée du Sebaou. Tigzirt, par contre, qui est très convoité par les Romains, a été d'abord un casernement dans un premier temps, puis ensuite est devenu une municipe, donc une ville romaine, et qui s'est très développée parce qu'elle a beaucoup plus de plats que Taxept, et elle est tout près de la mer, ce qui lui a donné son côté stratégique. Dès l'installation des Romains, le port punique a été réaménagé pour accueillir plus tard de nombreux navires. Les locataires des lieux ont toutefois conservé les anciens cultes puniques tout en installant les leurs. Les Romains ont créé une colonie qui au départ était isolée et qui est devenue en 46 avant Jésus-Christ une cité fortifiée soumise au roi Juba II. Entre 209 et 212, sous le règne du roi romain d'origine berbère Septime Sévère, lors de fouilles archéologiques au IIIe siècle après Jésus-Christ, le nom de Tigzirt a été mentionné, indiquant que cette ville, épousant une baie donnant face à la Méditerranée, était l'une des plus belles images de la côte algérienne, très adulée par les historiens. À la même période, Taxept, ancien municipe du IIIe siècle après Jésus-Christ, constituait une base pour la colonie romaine, qui a bâti une belle cité. Donc, Taxept est plus ancienne que Tigzirt. Mais ensuite, elles ont fusionné pour jouer un rôle ensemble déterminant. Puis, après un passage des Byzantins, cette cité a gardé des traces indélébiles par de nombreux vestiges archéologiques de la période romaine. Nous continuons à croire en l'avenir du tourisme au niveau de notre région parce que Tigzirt ne peut pas vivre sans le tourisme. C'est sa vocation principale. Avec ses ruines toujours debout, l'antique Omnium est devenue la ville touristique des plus attrayantes du pays. Une destination les plus prisées des voyageurs durant toute l'année, car les richesses naturelles de ces montagnes forment un véritable contraste avec la Méditerranée.
C'était donc un reportage, un gros plan sur la ville de Tighzirt, l'un des bons plans d'ailleurs pour cette saison estivale. Si vous voulez avoir d'autres bons plans, et ben Yazid Ferroukhi est parmi nous ce matin, lui qui est guide de randonnée et surtout de camping sauvage. Yazid, bonjour. Bonjour madame. Marhaba bik. Vous êtes bien équipé, vous rentrez ou vous partez vers un Merci. D'ailleurs, dites-moi un bivouac ou demain il y a un autre camping sauvage. Et ben voilà, donc toutes les personnes qui vous accompagnent. Alors, bien entendu, tout au long de l'année, bien entendu, on peut avoir de bons plans. Donc, chaque saison, chaque ville a ses propres spécificités. Mais sinon, vous, à travers votre page, vous proposez comme ça des destinations, des bons plans. Sur quelle base vous y allez pour faire toutes vos propositions? Alors madame, on fait tout ce qui est sauvage madame, tout ce qui est randonnée, camping sauvage, bivouac, trek. Trek c'est la randonnée de longue distance, foot 40 km, on fait tout ça. Si ça dépasse 40 km, ça va prendre combien de temps? 40 km, mais si pas une seule journée. Voilà, peut-être une seule journée, mais généralement il y aura 3-4 journées. Oui, bon, 40 km en une seule journée, il faut être si, vraiment... une fois 40 km une journée, mais toute la journée, on a une chose. Oui. Voilà. Et ça va après la forme? Oui, ça, la fatigue, les genoux, la cheville, mais ça va, avec des relaxations. Surtout pour des personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude. Mais donc, l'habitude, voilà. Il y a plusieurs difficultés, surtout il y a le passage, parce que la randonnée, c'est plusieurs types. D'accord. Surtout il y a type 4 ou la 5. Qu'est-ce que vous appelez type 4 ou 5? La difficulté. Ah, d'accord. Voilà. Qu'un simple, qu'un très simple, moyen, difficile, très difficile. Voilà. D'accord. Et ça, ce sont des sites classés comme tout ça dépend. Ou c'est vous qui... Là, c'est international. Ah, d'accord, c'est international. Dans le domaine. Ce sont des normes. Voilà, les normes à la randonnée. D'accord, ce sont des normes. Donc, vous proposez des destinations, plusieurs destinations sur un séjour bien particulier, bien étudié. Sur quelle base vous y allez pour proposer? Parce que c'est vous qui proposez généralement les destinations. Madame, bien sûr. Tout dépend de la saison, madame. Par exemple, la saison estivale de Karanafsef, la saison estivale, on propose des plages sauvages. Comme par exemple Barbadjani, Tlemcen, Tamanat, Skikda, Bni Blaïd. Il y a plusieurs endroits. Les plus connus. Voilà. Des routes et kayaks, les kayaks, madame. Parce qu'il y a une la demande à les kayaks. Voilà. Puisque les gens aiment proposer les kayaks, alors on fait des kayaks avec les gens. D'accord, mais sinon, Yazid, on voit que vous êtes équipé, un sac à dos, on a l'impression qu'il est plus lourd que la personne elle-même. Oui. Généralement, on a plus qu'un petit détail, on a les sacs à dos. Alors, vous savez ce qu'on dit des patients qui sont petites de taille? J'ai parlé des petits détails. Petit comme ça, efficace comme ça. Ça fait plaisir. Voilà. Alors justement, Yazid, parlons un petit peu de l'équipement, parce qu'on ne peut pas sortir en randonnée, en camping sauvage, comme ça, avec n'importe quel habit, avec n'importe quelle chaussure. Donc il y a un équipement spécifique pour cela. Il y a plusieurs équipements à la randonnée, mais il y a des équipements lazim écono, madame. Oui. Lazim écono. Par exemple, les chaussures de randonnée. C'est très important. ما نقدرش نلبس رونينغ تاع فوتينغ ونروح بها للجبل باسكو سا غليس. سي فري كو لو رونينغ ملاح ايتو بور لا شوفي مي في الجبل ما نقدرش نستعمل الرونينغ. وي سا غليس effectivement. كونسيي لي جون يلبسوا لي شوسور لي مونطونت ou bien سيمي مونطونت. علاش؟ باسكو في الجبل لو سيركوي ماهوش حيكون بلا. كاين بزاف طلعات هبطات تقدر تدور لي لا شوفي alors les chaussures. Ça, c'est vraiment pour protéger les chevilles. Hein. Très bien. Voilà. Avec des semelles particulières aussi. Oui, bien sûr. Voilà. وثاني عندي لو باطون دو روندوني مدام. هذا حيعاونني بزاف من الطيحات. سواء كي نطلع سواء كي نهبط. لو باطون دو روندوني هذا حيعاونني بزاف pendant la marche. Il est très important le bâton. Voilà. Alors, le bâtonnet, on voit l'extrémité, donc c'est un peu pointu, alors il va s'enfoncer finalement sur la terre. En plus, il a quand la boule là, mais il trouve quand même. Hadit bloqué. D'accord. On voit qu'il a bien travaillé en tout cas. Bien sûr. En plus, نقدر هذا نرجله على حساب لا طاي تاعي. D'accord. Enfin, c'est connu في الباطون هذه. نرجله على حساب لا طاي تاعي ونشد. D'accord, très bien. عندي تانيك لو شابو مدام، سيرتو كي تكون سخانة، وسيرتو كي نكون بلاصة ما فيهاش شجر. ما فيهاش شجر. Oui. Par exemple, on a des montagnes, mais on a directement. D'accord. Le chapeau, il est très important. Ah oui, après les insolations. Oui, sinon, oui. Ça vous va très bien en tout cas. Ah, merci beaucoup. Voilà. On dit aussi, bon,
comme des guides, لازمنا le sifflet. C'est obligatoire. Le sifflet, il est très obligatoire, bien sûr, madame. علاش باش نورغانيزي لي جون اللي يجوا معايا باش الا شفتهم داروا ريطار نعيط لهم اي تو. ثاني كي نباتوا ماشي مع لي كليون كي نباتوا اللي تري امبورطون. علاش؟ باسكو راك في لا فوري، راك بعيد على لي فيلاج 8 كيلومتر 10 كيلومتر دي فوا حتى 20 كيلومتر. هذا يقدر يكون ان اوتي داس-او-اس. Un outil d'SOS, ça veut dire que la portée du son, elle peut aller jusqu'à 20 km. Très bien. Pas 20 km. Pas 20 km, mais ça se peut تكون طايح ولا يكون جايزين Voilà. يكون جايزين لي شاسور وبيان اللي يرعاو الكباش يجوزوا 6 كيلومتر 7 كيلومتر يسمع السيفلي اشاك فوا يتعاود انت تكون طايح في كاش اندروات. Oui. صرات لك Oui, ça peut arriver des accidents. alors que هذا يقدر يسلكك. تسمى نستعملوه كوم ان جيت يكون جيد نستعملوه مع لي كليون وبيان كي يكون وحدي كوم ان اوتي داس-او-اس. Donc finalement, Yazid, pour le sifflet, vous recommandez aussi n'importe quel randonneur d'en avoir sur lui. Pas que les guides. Pas tous les guides. Pour le sifflet. Parce que ça reste quand même. Donc vous, c'est pour organiser les randonneurs, parce que c'est vous qui organisez, c'est vous le guide. Mais les randonneurs aussi, ce serait intéressant qu'ils aient aussi. Bien sûr. Parce que ça reste un outil SOS. Bien sûr, يقدروا يديروا. في لا روندوني شويه باسكو رانا معاهم هذا. D'accord. رانا معاهم يكونوا قدامنا نجيريوهم ما يكونوش بعاد علينا. Très bien. في لي بيفواك وي. في الليل ça dépend كاين لي زانيمو سوفاج. Oui. ما حيعاونهم بزاف. Vous avez rencontré des animaux sauvages? وي بزاف بزاف. وكي ما نلقاوهمش ما يكونوش على. C'est pas normal. Non, ما يكونوش على. كي تشوفوهم c'est là où vous sentez que vous êtes vraiment dans la nature. C'est ça le plaisir, voilà. علاش نروحوا لا ناتور؟ باش نسمعوا لي زانيمو ونشوفوهم بيان سور بلا ما نديرونجيوهم. Bien sûr. نكونسيي بزاف ناس اللي يروحوا داير نشوف ناس يدو دي انسترومون لي فوري ولا يديرونجيو لي زانيمو مي نو. ميم نسمع موسيقى دوس. كاين لي ميوزيك سبيريتوال سبيسيال لي فوري سبيسيال لي بيفوك سبيسيال لي كومبليك سوفاج. ما نديرش انا موسيقى تعيط ديرونجي لي زانيمو ديرونجي De toute façon, même quand on est en forêt, je vois pas vraiment l'intérêt d'écouter de la musique parce qu'il y a déjà le son de la nature. Déjà, voilà. Déjà هذاك le camp حيداويني بلا لا musique حيداويني. Comme nous aujourd'hui, on est accompagné par le chant de la cigale. Ah là, صح. Il y a d'autres outils aussi que vous utilisez? Voilà, la tente elle est très importante. Bon, là on donne ما نسحقهاش mais في les campings sauvages نسحق la tente. Voilà. La tente. Il y a des dimensions spécifiques par rapport bien sûr, à la tente? Bien sûr, madame. Il y a plusieurs types de tentes, il y a plusieurs dimensions. Tout dépend de la personne où je tape. Tout dépend de la taille de la personne. Voilà. Moi, personnellement, je vais faire une petite. علاش صغيرة؟ باش ما تديش espace. Des fois, نديرو des campings في بلايص genre في كاف ولا صغير ما كاش espace. Et ben 2 mètres carrés, 2 mètres تحطي لا طونت ديالك تسحق طونت صغيرة وديجا بلو بروفيسيونيل. علاش؟ على البوا. باسكو حنا مبازيو بزاف على لو بوا. حنا نمشيو دي كيلومتر هذاك ال 1 كيلو اللي بان لك شويه بوندون لا مارش حيولي كوم 10 كيلو. Exactement. C'est pour ça. Exactement. C'est après l'endurance après. نجيبوها فايس خفاف efficace. Voilà. Même les chaises اللي نوتيليزيون par exemple هاي لك لا شاز هاديه. Elle est petite. Vous pourriez la tirer peut-être? Ah bien sûr. Voilà. Elle est bien coincée. Ah oui. Voilà. Oui. Elle est petite mais efficace. Voilà. ما تديريش espace ما فيهاش poids كبير. Ce que je disais tout à l'heure, un petit comme ça, efficace comme ça. Thank you. Voilà. Eh ben voilà. Mais sinon, il y a d'autres instruments ici. Je reconnais les gants, les autres, je ne les reconnais pas forcément. La torche هذه تاع لا طونت. Ah d'accord, c'est une torche. لا طونت كي تكون راقد بوكيني ولا جينيرالمون حنا في لي طونت نحبوا نبوكينيو بزاف في الليل. فوالا تعاونك بزاف. Ah oui, l'environnement s'y apprête. Voilà, parce que la tente ما ندخلوهاش كامل مدام. بيسك جينا للغابه، علاش جينا للغابه؟ وي. باش نابريسيو لا ناتور. لا طونت ندخلوها باش ريبوزيو سوا تبوكيني شويه سوا ترقد. ما ندخلوهاش كامل. هذه حتعاونني. فوالا. عندي لا طورش فرونتال. هذه لا طورش فرونتال حتخليني نوتيليزي يديا بلا ما تجينيني لا طورش. داكور. نشعلها حنوتيليزي يديا بلا ما تجينيني. باسكو راهي فوق راسي ديجا. فوالا. وعندي لا طورش هذه اللي تبعد ا ديستونس. دونك سمع عفسه دونك ولا نشوف البعيد باش نفيريفي لوندرو اللي راني بعيد فيه نضرب هاد لا طورش اوب فيها الزوم نشوف بيان واش كونتوري بيان فوالا. Mais sinon, il faut dire, Yazid, que ce sont des outils, du matériel qu'un randonneur habitué, il doit les avoir sur lui parce que de toute façon, il pratique la randonnée, les sorties, le camping de façon régulière. Mais pour ceux qui viennent le faire occasionnellement,
Donc, est-ce qu'ils sont dans l'obligation d'avoir ce sac avec tous les outils ou bien c'est vous-même qui leur fournissez tous ces outils-là? Non, pour la randonnée, pour les randonnées, il n'y a pas de souci parce qu'نexيجيو لهم يجيبوا un sac ما يهمش ماشي لازم يكون un sac de randonnée spécial. Les chausseurs يقولوا لهم de préférence يجيبوا chausseurs de randonnée ماشي running كيما لا بلوبار دايرين غلطه بزاف الناس حسبت لهم يجيب رونينغ تاع سبور هي اللي تجيبها الجبل. C'est vrai qu'elle est légère, hein. Bien sûr, légère, ça glisse. يطيحوا شحال من خطره يجيو يطيحوا. Voilà. Mais pour les campings sauvages et les bivouacs, voilà. Donc ندير une différence entre le camping sauvage et le bivouac, c'est quoi? Voilà. Les campings et les bivouacs لازم لك un sac كبير. يبدا ب 60 litres على حساب 90 100 tout dépend la taille de la personne ou les besoins تاعها. Voilà. Alors le camping sauvage c'est quoi? Le camping sauvage c'est de planter sa tente في بلاصه نقدر une nuitée حتى 3 4 plusieurs nuitées في بلاصه واحده. Le but تاعها relaxation, apprécier la nature, vider مخي. En plus نقدر ندير plusieurs activités معاها comme la méditation, le tai chi. Le tai chi c'est quoi? Le tai chi c'est la base du kung fu. Le tai chi c'est les mouvements. Ah oui, oui ça y est, je vois. Voilà, le tai chi c'est voilà. Vous vous spécialisez un peu dans la discipline? Oui, d'accord. Voilà. En plus نقدر ندير des petites randonnées. En plus تانيك نقدر découvrir des endroits اللي دايرين بيا. Le bivouac, le bivouac c'est quoi? Le bivouac نبات في بلاصة مور كي نكون درت une activité تاع جبل. C'est-à-dire نكون درت un trek هضرنا عليه من قبل un trek اللي هو randonnée تاع longue distance. Le bivouac هذا نديرو في بلاصة juste pour se reposer. Voilà. ومن بعد كي طيح الشمس نريبوزي. Le lendemain تطلع الشمس نعاود نكمل l'activité تاعي soit kayak, soit escalade, soit trek. Voilà. هذيك la différence entre le camping sauvage et le bivouac. Et le bivouac ما عنديش فيه الوقت باش ندير les activités الاخرين. ما نقدرش نديكوفري des endroits. C'est vraiment une halte très rapide pour reprendre les activités. عندك un circuit لازم تكملو A de A تخرج في B. 70 km, 80, 100, ça dépend. Tout dépend de la distance que vous décidez de faire. Voilà. Mais sinon, Yazid, lors de vos sorties, donc on voit qu'il y a beaucoup de mesures de sécurité à prendre en considération. Il y a un encadrement. Donc automatiquement, les personnes qui sortent avec vous, le nombre, j'ai envie de dire, doit être réduit aussi. Bien sûr, madame, bien sûr. Généralement, il faut toucher une quarantaine de personnes. Il faut toucher. Pour bien gérer le groupe, voilà. Dina avant كتر mais avec l'expérience on a de moins de personnes voilà avec l'expérience. Puis on apprécie mieux. Bien sûr pour apprécier mieux وتانيك باش ما يكونوش les accidents وتانيك باش نجيريهم très bien. Voilà, mais sinon vous n'êtes pas seul. Non, ماشي وحدي bien sûr. Vous êtes un groupe de jeunes comme ça. C'est voilà le groupe تاعنا c'est Live the Adventure Algeria, voilà. Oui, mais vraiment Live the Adventure mais alors pleinement hein. Live the Adventure, c'est vivre l'aventure, voilà. Voilà, c'est vraiment pleinement. La prochaine destination ça sera où? C'est demain c'est Barbadjani. C'est où? C'est Tlemcen. Tlemcen. Une plage isolée Barbadjani inchallah. D'accord, inchallah. En tout cas, on vous souhaite bonne randonnée. Ça va être randonnée, camping sauvage, bivouac, ça va être camping sauvage. Ça va être camping sauvage. Voilà. Très bien. Donc vous allez par route? Oui, par route. D'accord. Ce sont des trajets nocturnes que vous faites ou la journée? Ça se passe comment? كي نوصلوا تما مدام. Oui. كي تروحوا منا لتما. كي نروحوا منا تما نديماريو في الليل حنا جينيرالمون مدام. فوالا نوصلوا لو بون ماتان صباح الخير. Pour profiter de la journée. فوالا نوصلوا نوري لهم واش يشروا لي زاشا واش يديروا واش يفيتيو سيرتو على البوا. Oui. بزاف تلف لهم واش نشري باسكو ومن بعد كي يحطونا مازال اون روندوني طويله بين الجبل باش نوصلوا لهذيك لابلاص باسكو elle est isolée. Elle est isolée. فوالا نوري لهم واش يشروا. فوالا نبلونتيو لي طونط نوري لهم كيفاش يديروا الكامبين فوالا. نربوزيو نروحو نعومو نديرو بليزيور اكتيفيتي عندنا فولي عندنا فريسبي عندنا لي فلاش هادوك في الليل نلعبو لوغارو نلعبو لي ميمز. C'est la pleine lune? C'est pas encore la pleine lune. Oui. C'est pas la pleine lune. مازال فاتت. مازال فاتت la pleine lune. فاتت. لا فوا باسي لعبناها. Ah ben voilà. Le camping plutôt le camping précédent لعبناها كانت بلان لون. Voilà. طحنا فيها سوا زهر. Bon, cette fois-ci, c'est pas la pleine lune, mais معليش. On l'imagine quand même. On l'imagine. En tout cas, Yazid, on vous souhaite bonne route. Merci à vous, à tous les randonneurs ou les campingers.
Campinger, yeah, we can say that. Okay, we can say that. Okay. Yeah. So, plutôt j'allais dire. You can speak in English. Yeah. It's okay. But it's not. Our subject here in this channel. In this channel, it's French speaking here. But this is why we were talking in Arabic and French. It's okay for Arabic, but not for English. No, it's okay for all the languages that our spectator can understand. Okay. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Yazid d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite bonne route à vous, à tous les randonneurs, les campingers qui seront avec vous. On vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup Yazid encore une fois. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée à tous.